Bonsoir et bienvenue dans notre exploration des grandes découvertes. Un voyage à travers les siècles où l'humanité, guidée par la soif de savoir, le désir d'aventure et les promesses de richesses inconnues, a ouvert de nouveaux horizons et redessiné la carte du monde. Dans cette première étape de notre récit, nous vous invitons à vous installer confortablement, à fermer les yeux si vous le souhaitez, et à vous laisser porter par la longue marche des explorateurs, de l'Orient mystérieux de Marco Polo aux vastes étendues du Pacifique. Au Moyen-Âge, l'Europe occidentale vivait dans une relative ignorance des réalités du monde extérieur. Les terres lointaines, décrites dans les récits de voyageurs ou dans les textes antiques, semblaient à la fois fascinantes et inaccessibles. Seuls quelques marchands, diplomates ou pèlerins s'aventuraient au-delà des frontières familières, ramenant avec eux des légendes sur des empires fabuleux, des épices précieuses et des peuples étranges. Parmi ces pionniers, l'un des plus célèbres reste Marco Polo, un jeune Vénitien dont le nom allait devenir synonyme d'aventure et de découverte. Au XIIIe siècle, il entreprit, en compagnie de son père et de son oncle, un voyage extraordinaire vers la Chine, alors sous le règne de la dynastie Yuan. L'expédition traversa la Perse, l'Afghanistan, le désert du Taklamakan et les redoutables montagnes du Pamir, avant d'atteindre la cour du grand Kubilai Khan. Le récit de Marco Polo, consigné dans Le devisement du monde, ouvrit l'imaginaire européen à des mondes insoupçonnés. Il décrivait les villes opulentes de Cathay, la puissance du Grand Khan, l'usage du papier-monnaie, la soie, les épices, des inventions extraordinaires et des animaux jamais vus auparavant. Ce témoignage fascinant fut lu, recopié et traduit dans toutes les grandes villes d'Europe, alimentant les rêves de générations de marchands, de souverains et d'aventuriers. Cependant, il existait toujours un doute sur la véracité des propos de Marco Polo. Certains contemporains considéraient ces histoires comme des fables ou de simples exagérations. Néanmoins, l'influence de son œuvre fut immense et, au fil des siècles, elle devint un moteur puissant pour l'exploration de nouveaux territoires. À cette époque, les routes terrestres reliant l'Europe à l'Asie étaient longues, dangereuses et contrôlées par de puissants empires. Les caravanes qui traversèrent la Perse, l'Asie centrale et le désert du Taklamakan transportèrent des marchandises précieuses, soie, pierres précieuses, épices, métaux rares, sur des milliers de kilomètres. Chaque étape de ce voyage était marquée par des échanges, des taxes imposées par les souverains locaux, et parfois par des rencontres inattendues avec des peuples aux coutumes fascinantes. Les routes commerciales traditionnelles, dominées par les Arabes, les Perses et plus tard les Ottomans, limitaient l'accès direct des Européens aux richesses de l'Orient. Cette situation incita les puissances maritimes émergentes, notamment le Portugal et l'Espagne, à rechercher de nouvelles voies, contournant les monopoles établis. La géographie de l'époque était encore largement mystérieuse. La plupart des cartes représentèrent le monde avec beaucoup d'imprécision, mélangeant les savoirs antiques, les légendes et les observations de quelques voyageurs. L'Afrique, par exemple, restait une énigme pour les Européens, tout comme l'Inde réelle, souvent confondue avec la Chine ou les terres de Cipango, le Japon mythique des récits de Marco Polo. L'avènement de la Renaissance favorisa une nouvelle curiosité intellectuelle et un essor scientifique. Les progrès en cartographie, en navigation et en astronomie, notamment grâce à l'invention de l'astrolabe et de la boussole, donnèrent aux explorateurs les outils nécessaires pour oser franchir les limites du monde connu. L'esprit d'innovation, l'appétit pour le savoir et la volonté d'enrichissement poussèrent les nations maritimes à financer de grandes expéditions, parfois au péril de la vie de leurs équipages. Le Portugal, sous l'égide du prince Henri le Navigateur, lança les premiers grands chantiers d'exploration maritime. Dès le début du XVe siècle, des navigateurs portugais commencèrent à longer les côtes africaines, fondant des comptoirs à Madère, aux Açores et plus au sud, le long du golfe de Guinée. Ces explorations, bien que modestes au départ,
ouvrirent la voie à une expansion rapide et méthodique de la connaissance du littoral africain. Chaque avancée sur la côte représentait une victoire sur l'inconnu, mais aussi une confrontation avec des réalités complexes. Les populations locales, les maladies inconnues, les tempêtes et les récifs mortels. Beaucoup de marins ne revenaient jamais de ces expéditions. Perdus en mer ou victimes des épreuves du climat et des conflits. Malgré ces dangers, la cour portugaise encouragea les expéditions toujours plus loin vers le sud. La quête d'or, d'ivoire et surtout d'un accès direct aux épices motiva les armateurs et les capitaines. Au fil des années, des dizaines de navires furent construits, dotés de technologies nouvelles comme la caravelle, spécialement conçue pour résister aux tempêtes de l'Atlantique. La rivalité entre les royaumes européens s'exacerba à mesure que les perspectives de richesse se précisaient. L'Espagne, inquiète de l'avance portugaise, se lança à son tour dans la compétition, recrutant des navigateurs audacieux et promettant des privilèges à ceux qui trouveraient de nouvelles terres ou de nouvelles routes maritimes. C'est dans ce contexte qu'apparut la figure de Christophe Colomb, un marin d'origine génoise, persuadé que la meilleure façon d'atteindre l'Asie était de naviguer vers l'ouest à travers l'océan Atlantique. Malgré le scepticisme des savants de son époque, il finit par convaincre les souverains espagnols, Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon, de financer son expédition. En 1492, Colomb appareilla avec 3 navires, la Santa Maria, la Pinta et la Niña, pour une traversée qui allait changer le destin du monde. Après des semaines d'incertitude, l'équipage, exténué et à bout de force, aperçut enfin une terre inconnue, une île des Bahamas. Cet événement, considéré comme la découverte de l'Amérique par les Européens, bouleversa la vision que l'on avait du globe et ouvrit une ère nouvelle de conquête et de colonisation. Mais l'arrivée des Européens dans le Nouveau Monde eut aussi des conséquences dramatiques pour les populations autochtones. Les maladies apportées par les conquérants, les guerres, l'exploitation et l'esclavage décimèrent des millions de personnes. Les sociétés indigènes, certaines aussi anciennes et avancées que celles de l'Europe, furent en grande partie détruites, leur culture bouleversée à jamais. Parallèlement, le Portugal poursuivit ses propres explorations. Vasco de Gama, après de nombreuses tentatives infructueuses, réussit en 1498 à franchir le cap de Bonne-Espérance et à atteindre l'Inde par voie maritime. Cet exploit ouvrit un accès direct au marché d'épices, bouleversant les équilibres commerciaux mondiaux. Les expéditions suivantes permirent la cartographie progressive de la côte africaine, puis la traversée de l'océan Indien jusqu'à la péninsule indienne et au-delà, vers les îles de l'Indonésie. Les Portugais établirent des comptoirs à Goa, Malacca et Macao, devenant, pour un temps, les maîtres du commerce maritime entre l'Europe et l'Asie. L'âge des grandes découvertes ne fut pas seulement marqué par la recherche de richesses matérielles. Il s'accompagna d'un profond bouleversement intellectuel, philosophique et spirituel. Les connaissances sur le monde, la diversité des peuples, des langues, des religions et des cultures enrichirent la pensée européenne. Des savants comme Amerigo Vespucci, Pedro Álvarez Cabral ou Fernand de Magellan élargirent encore l'horizon, repoussant les frontières de l'inconnu. Magellan, en particulier, reste une figure emblématique de cette époque. En 1519, il entreprit le premier tour du monde, prouvant que la Terre était bien une sphère et que les océans communiquaient entre eux. Ce voyage, d'une difficulté inouïe, coûta la vie à la plupart des membres de l'expédition, mais ouvrit la voie à une mondialisation accélérée des échanges, des idées et des techniques. Les grandes découvertes eurent aussi des conséquences inattendues. L'introduction de plantes et d'animaux d'un continent à l'autre, la diffusion rapide de maladies, le déplacement de populations entières et la mise en place de vastes empires coloniaux.
les explorateurs et navigateurs n'étaient pas seuls dans cette aventure. Ils furent soutenus par des financiers, des scientifiques, des cartographes, des linguistes, des missionnaires et parfois même par les souverains eux-mêmes. Chacun joua un rôle dans la conquête et la compréhension du monde. Dans les siècles qui suivirent, l'Europe se lança dans une course effrénée à la domination des mers et des terres, imposant ses lois, ses langues et ses coutumes aux quatre coins du globe. Mais partout, des résistances naquirent, des échanges eurent lieu, des métissages culturels s'opérèrent, donnant naissance à un monde nouveau, complexe et souvent tragique. Aujourd'hui encore, les traces de cette époque sont visibles, dans les langues, les arts, les religions, les systèmes économiques et même dans la composition génétique des peuples. Les découvertes du passé continuent d'influencer le présent, rappelant combien l'histoire humaine est une histoire de rencontres, de curiosité et d'aventure. Ainsi s'achève la première étape de notre long périple, une introduction à l'ère des grandes découvertes, à la fois triomphale et douloureuse, riche en enseignements pour notre époque. La route de la soie, ce vaste réseau de chemins commerciaux reliant l'Orient et l'Occident, joua un rôle fondamental dans l'histoire des échanges culturels et économiques de l'humanité. Bien avant l'ère des grandes découvertes maritimes, ce sont les caravanes, chargées de soieries, d'épices, de pierres précieuses, de porcelaine et de secrets, qui traversèrent les déserts, les montagnes et les steppes, reliant la Chine, l'Inde, la Perse, l'Arabie et l'Europe. Pendant plus d'un millénaire, la route de la soie fut le théâtre de rencontres, de conflits, d'alliances et de métissages culturels. Les villes mythiques de Samarcande, Boukhara, Kashgar, Sian, Palmyre et Constantinople étaient les carrefours de ces échanges, accueillant marchands, érudits, religieux et aventuriers venus des quatre coins du monde. À chaque étape, les caravanes étaient soumises à des contrôles, des taxes, parfois à des attaques de brigands, mais elles poursuivaient inlassablement leur chemin, portées par la promesse de profits fabuleux et le désir de découvrir l'inconnu. Ce réseau d'échanges n'était pas seulement un vecteur de marchandises, mais aussi de savoir et d'idées. Les mathématiques indiennes, la médecine persane, les techniques de fabrication du papier venues de Chine, les philosophies bouddhistes et confucéennes circulaient aussi sûrement que les étoffes et les denrées rares. Ces transferts de connaissances furent essentiels pour le développement des sciences et des arts en Europe, tout comme l'introduction des chiffres arabes, de la poudre à canon ou de la boussole changea la face du continent. Au fil des siècles, l'instabilité politique, les guerres, la montée en puissance des empires ottomans et mongols modifièrent l'équilibre des routes terrestres. Lorsque les Mongols fondèrent leur immense empire au XIIIe siècle, la sécurité des échanges fut temporairement renforcée. Sous la Pax Mongolica, il devint possible, pour la première fois depuis l'Antiquité, de voyager d'un bout à l'autre de l'Eurasie avec une relative sécurité. Cette période de paix relative permit à de nombreux Européens de tenter l'aventure vers l'Orient. Parmi eux, on compte non seulement Marco Polo, mais aussi Giovanni d'Appian del Carpine, Guillaume de Rubruck et plus tard Ibn Battuta, ce grand voyageur marocain qui parcourut des dizaines de milliers de kilomètres de l'Afrique à la Chine, en passant par l'Inde et l'Asie centrale. Oh, la route de la soie n'était cependant pas sans danger. Les voyageurs devaient affronter les rigueurs du climat, chaleur accablante, froid glacial, tempêtes de sable, mais aussi les maladies, la famine et les rivalités tribales. Nombreux furent ceux qui périrent en chemin, laissant derrière eux des récits inachevés ou de simples traces archéologiques. Au-delà du commerce matériel, la route de la soie fut également un creuset religieux et philosophique. Les moines bouddhistes, partis d'Inde ou de Chine, établirent des monastères dans les oasis, traduisant des textes sacrés, échangeant avec des missionnaires chrétiens nestoriens ou des savants musulmans. Cette diversité religieuse favorisa des dialogues parfois féconds, parfois conflictuels, mais toujours riches d'enseignements. L'effondrement progressif de la sécurité sur ces routes,
La montée des rivalités entre empires et le durcissement des barrières commerciales poussèrent peu à peu les Européens à chercher des alternatives. La nécessité d'accéder au marché d'Orient sans dépendre des intermédiaires devint une question de survie économique pour les cités marchandes italiennes et pour les royaumes émergents du Portugal et de l'Espagne. Les explorateurs comprirent alors qu'il fallait trouver de nouveaux chemins, plus sûrs et plus rapides, pour accéder directement aux richesses d'Asie. Cette obsession de contourner les routes terrestres fut le moteur principal des expéditions maritimes du XVe siècle, qui allaient bouleverser le destin du monde. La rivalité grandissante entre Venise et Gênes, les deux grandes puissances marchandes de la Méditerranée, contribua également à la multiplication des expéditions audacieuses. Ces cités-États, fortifiées et prospères grâce au commerce, se disputaient l'accès aux épices, aux soieries et aux produits de luxe venus d'Orient. Elles investissaient dans les navires, les ports et développaient des réseaux diplomatiques complexes pour garantir la sécurité de leurs intérêts. Parallèlement, l'Espagne, récemment unifiée sous la couronne des rois catholiques, cherchait à affirmer sa puissance sur la scène internationale. Les souverains espagnols, tout en poursuivant la Reconquista, se tournèrent vers la mer et les possibilités offertes par l'exploration de l'Atlantique. Les expéditions financées par l'Espagne allaient en donner naissance à un phénomène inédit, la colonisation massive de nouveaux territoires. Dès l'arrivée de Christophe Colomb dans les Caraïbes, une dynamique de conquête, de conversion religieuse et d'exploitation économique se mit en place, transformant en profondeur la structure démographique et sociale des Amériques. Les sociétés précolombiennes, telles que les Aztèques, les Mayas ou les Incas, furent confrontées à un choc sans précédent. Leur résistance, leur ingéniosité et leur culture fascinèrent autant qu'elles inquiétèrent les Européens, qui cherchaient souvent à justifier leur domination par un discours de supériorité religieuse ou civilisationnelle. L'introduction des chevaux, des armes à feu, des maladies inconnues et de nouvelles technologies bouleversa l'équilibre des forces. Les peuples indigènes, décimés par les épidémies et les guerres, durent s'adapter ou disparaître, tandis que de nouveaux métissages culturels naissaient, donnant naissance à des sociétés hybrides, à la croisée de plusieurs mondes. L'essor du commerce transatlantique transforma profondément les économies européennes. L'afflux d'or et d'argent venu des mines du Nouveau Monde permit à l'Espagne de devenir l'une des puissances dominantes du XVIe siècle. Cependant, cette richesse nouvelle alimenta aussi des rivalités féroces, des guerres de succession et une inflation qui bouleversa l'équilibre économique du continent. Les routes maritimes ouvertes par les Portugais et les Espagnols servirent bientôt de modèle à d'autres nations, telles que la France, l'Angleterre ou les Provinces-Unies. Chacune chercha à établir ses propres colonies, comptoirs et routes commerciales, participant à la création d'un monde globalisé, où les échanges de marchandises, de personnes et d'idées s'intensifièrent à un rythme inédit. Le développement de la navigation scientifique, l'amélioration des instruments de mesure et la diffusion rapide des connaissances grâce à l'imprimerie permirent d'accélérer encore le mouvement des découvertes. Les cartes marines, les journaux de bord et les récits de voyage circulaient entre savants, armateurs et souverains, alimentant une véritable culture de l'exploration et de la curiosité intellectuelle. Les expéditions maritimes furent aussi des laboratoires de l'adaptation humaine. Les marins, confrontés à la faim, à la soif, au scorbut et à l'isolement, développèrent des techniques de survie, d'organisation et de solidarité inédites. La vie à bord des navires, rythmée par les prières, les tâches quotidiennes, la discipline parfois brutale et l'attente de la terre promise, forgea une nouvelle génération d'hommes, à la fois endurcis et ouverts à l'inconnu. La peur de l'inconnu, les superstitions, les récits de monstres marins, de tempêtes terrifiantes ou d'îles mystérieuses accompagnaient chaque expédition. Pourtant, c'est cette capacité à dépasser la peur,
à croire en l'existence d'un autre monde au-delà de l'horizon, qui permit à l'humanité de franchir les océans et d'unir les continents. Au terme de cette seconde étape de notre récit, nous voyons combien la quête de nouveaux chemins, l'audace des explorateurs et la force des échanges ont façonné le monde moderne. Les routes de la soie, puis celles de l'Atlantique et de l'océan Indien, sont les témoins silencieux de l'ingéniosité, des drames et des triomphes humains, toujours guidés par le désir d'aller plus loin. Le long du XVe siècle, l'Europe entre dans une ère d'effervescence intellectuelle et de renouveau économique. La Renaissance bouleverse les mentalités, éveillant une soif de connaissance, d'exploration et de progrès technique. Les grandes puissances maritimes, notamment le Portugal et l'Espagne, sont à l'avant-garde de cette révolution, prêtes à investir dans des expéditions qui promettent richesse, prestige et ouverture sur l'inconnu. Au Portugal, la figure du prince Henri le Navigateur occupe une place centrale. Ce mécène passionné d'astronomie, de cartographie et de navigation rassemble autour de lui des savants, des cartographes, des ingénieurs et des marins chevronnés à Sagres, sur la pointe sud du pays. Il encourage la construction de navires plus maniables, comme la Caravelle, capable de remonter les courants et d'affronter les tempêtes de l'Atlantique. Sous son impulsion, les Portugais entreprennent de cartographier méticuleusement les côtes africaines, franchissant étape après étape des territoires, jusqu'alors inexplorés par les Européens. Chaque avancée géographique représente un défi, car la navigation le long des côtes du Sahara, puis du golfe de Guinée, expose les équipages à des dangers inconnus. Bancs de sable mouvants, maladies tropicales, hostilité de certains peuples côtiers et absence totale de repères fiables. La navigation portugaise s'appuie sur des innovations majeures. L'utilisation généralisée de la boussole, de l'astrolabe, la création de portulans de plus en plus précis et le développement d'un savoir-faire unique dans la lecture des vents et des currents. Progressivement, des comptoirs sont établis sur les îles de Madère, des Açores, puis sur la côte africaine, servant à la fois de relais logistique, de lieu d'approvisionnement et de point de départ pour de nouvelles expéditions. Les contacts avec les populations locales se multiplient, donnant lieu à des échanges, mais aussi à des affrontements. Les Portugais introduisent des produits européens, comme les textiles ou le fer, en échange d'or, d'ivoire, puis d'esclaves, un commerce tragique qui marquera durablement les sociétés africaines. L'exploration s'accélère dans la seconde moitié du XVe siècle. Des navigateurs comme Diogo Caio, Bartolomeu Dias, puis Vasco de Gama repoussent les limites connues. Bartolomeu Dias atteint, en 1488, le cap de Bonne-Espérance, prouvant qu'il est possible de contourner l'Afrique et d'ouvrir la route vers l'océan Indien. Cet exploit bouleverse la géopolitique mondiale. Les puissances méditerranéennes, qui contrôlaient le commerce avec l'Orient par voie terrestre ou via l'Égypte, voient leur monopole menacé. L'accès direct à l'Inde, aux épices et au marché asiatique devient le rêve de toute l'Europe. L'Espagne, sentant qu'elle risque d'être dépassée, intensifie sa propre quête d'un passage vers l'Asie. Christophe Colomb, marin d'origine génoise, propose une idée audacieuse: atteindre l'Orient en naviguant vers l'ouest à travers l'Atlantique. Malgré le scepticisme des savants et la réticence des financiers, il obtient finalement le soutien d'Isabelle de Castille et de Ferdinand d'Aragon. L'expédition de Colomb, lancée en 1492, est un pari risqué. Les 3 navires, la Santa Maria, la Pinta et la Niña, traversent des semaines de mer inconnues, affrontant la peur de l'équipage, les tempêtes et la faim. L'apparition d'une terre, une île des Bahamas, marque le début d'une nouvelle ère, celle de la découverte du Nouveau Monde par les Européens. Au-delà de la prouesse technique, c'est un choc culturel et humain qui s'amorce. Les Européens découvrent des sociétés complexes,
dotés de structures politiques, religieuses et artistiques sophistiquées, mais aussi des paysages, des animaux et des plantes inconnues sur leur continent. Le maïs, la pomme de terre, la tomate, le cacao, la dinde, mais aussi le tabac et de nouvelles variétés de coton enrichissent bientôt les cuisines et les économies européennes. Le retour de colons en Espagne, triomphal, suscite des passions et des rivalités. Rapidement, d'autres expéditions sont organisées, explorant les côtes de l'Amérique centrale et du Sud, cartographiant les îles, fondant les premiers établissements coloniaux. La conquête se double d'une mission de christianisation. Moines, prêtres et missionnaires accompagnent les soldats, cherchant à convertir les populations indigènes, souvent par la persuasion, parfois par la force. Le Portugal, pendant ce temps, poursuit sa route vers l'Inde. Vasco de Gama, en 1498, réalise l'exploit d'atteindre Calicut, sur la côte ouest de l'Inde, après avoir contourné l'Afrique. Son voyage marque le début d'une nouvelle ère commerciale. Les Portugais obtiennent des privilèges, installent des comptoirs à Goa, à Malacca, puis à Macao, et s'imposent comme les maîtres des routes maritimes vers l'Orient pendant plusieurs décennies. Les conséquences de ces explorations sont immenses. Les cartes du monde sont profondément modifiées. L'Amérique, l'Afrique, l'Asie du Sud-Est apparaissent avec des contours de plus en plus précis. Les océans, longtemps perçus comme des barrières infranchissables, deviennent des axes de circulation, reliant des continents autrefois isolés. Les échanges s'intensifient. Or, argent, épices, soie, mais aussi esclaves, idées et maladies circulent d'un bout à l'autre du globe. Le commerce triangulaire, reliant l'Europe, l'Afrique et l'Amérique, s'organise, apportant à certains des fortunes immenses, mais provoquant aussi des souffrances inouïes, notamment par la traite négrière transatlantique. Oh, les sociétés européennes sont transformées. La bourgeoisie marchande s'enrichit, les villes portuaires prospèrent, les mentalités évoluent sous l'influence de récits exotiques et de nouvelles philosophies. Les rois renforcent leur pouvoir, appuyés sur les revenus coloniaux, tandis que les rivalités entre puissances maritimes s'aiguisent, donnant naissance à des guerres, des traités et des alliances. La question religieuse prend une importance croissante. Les missionnaires cherchent à imposer le christianisme dans les nouveaux territoires, fondant des écoles, des hôpitaux, mais participant aussi parfois à la destruction des cultures locales. Les débats théologiques, les conflits entre catholiques et protestants, trouvent un écho dans la conquête du Nouveau Monde, chaque camp cherchant à prouver la supériorité de sa foi. Les explorateurs eux-mêmes laissent des témoignages fascinants. Leurs journaux de bord, leurs lettres, leurs récits publiés à grande échelle grâce à l'imprimerie nourrissent l'imaginaire européen. On lit avec avidité les aventures de Cabral, de Vespucci, de Balboa, qui découvrent l'océan Pacifique en 1513, ou encore de Magellan, dont l'expédition réalise le premier tour du monde. L'aventure de Magellan, entreprise en 1519, est une des plus remarquables de l'histoire humaine. Parti d'Espagne avec 5 navires, il franchit l'Atlantique, longe les côtes de l'Amérique du Sud, découvre le passage qui porte aujourd'hui son nom, puis s'engage dans le Pacifique, un océan immense et alors totalement inconnu des Européens. L'expédition, marquée par des tempêtes, des mutineries, des famines et des affrontements avec les populations locales, ne verra revenir qu'un seul navire et 18 survivants, mais prouvera de manière éclatante la rotondité de la Terre et la continuité des océans. À l'issue de cette période de découverte, le monde se trouve bouleversé. Les sociétés indigènes, confrontées à la colonisation, à l'exploitation, à l'introduction de maladies nouvelles, connaissent des transformations irréversibles. Les cultures se métissent, les langues s'enrichissent, de nouveaux rapports de force s'instaurent à l'échelle planétaire.
La première moitié du XVIe siècle marque donc l'entrée de l'humanité dans une nouvelle ère, celle de la mondialisation, des échanges permanents, des confrontations, mais aussi de la connaissance accrue de la diversité humaine. L'exploration ne s'arrête pas là. Les expéditions continuent vers le nord, vers le sud, à la recherche d'un passage nord-ouest vers l'Asie, de terres inconnues, d'îles fabuleuses. Chaque aventure nourrit à la fois le rêve et l'angoisse, la fascination et la peur, dans un monde désormais ouvert mais jamais apaisé. À mesure que s'accélère la conquête de nouveaux territoires, l'Europe entre dans une période de rivalité exacerbée et d'expérimentation coloniale. Les puissances émergentes cherchent non seulement à découvrir, mais à dominer et à exploiter des régions jusque-là inconnues, imposant leur langue, leur religion et leurs structures économiques à des mondes multiples. C'est une ère d'ambition, d'affrontement, de découvertes scientifiques, mais aussi de bouleversements humains profonds, marqués par la violence, la résistance et la naissance d'un nouvel ordre mondial. L'Espagne et le Portugal, grâce au traité de Tordesillas signé en 1494, se partagent le monde à explorer. Les terres à l'ouest reviennent aux Espagnols, celles à l'est aux Portugais. Cette ligne imaginaire traverse l'océan Atlantique, ignorant les réalités géographiques et humaines, et jette les bases d'empires qui s'étendent du Brésil aux Philippines, des Andes à l'Afrique australe. L'Empire espagnol, en Amérique centrale et du Sud, s'appuie sur la conquête rapide de vastes territoires. Les conquistadors, souvent d'origine modeste, mais mus par la promesse de richesse et de gloire, renversent en quelques années des empires puissants. Hernán Cortés soumet les Aztèques au Mexique. Francisco Pizarro conquiert les Incas au Pérou. La brutalité de ces campagnes, les alliances temporaires avec des peuples soumis ou rivaux, l'usage d'armes à feu et de chevaux, ainsi que les épidémies dévastatrices, expliquent en grande partie la rapidité de ces victoires. La domination espagnole s'exerce par la création de vice-royautés, l'implantation de villes coloniales, l'évangélisation forcée et l'exploitation systématique des ressources minières. L'or et l'argent, extraits dans des conditions souvent inhumaines par les populations autochtones et par les esclaves importés, affluent vers l'Europe, bouleversant les économies, finançant guerres et palais, suscitant aussi l'envie et la convoitise des autres puissances européennes. Le Portugal, de son côté, développe un réseau de comptoirs et de colonies du Brésil à l'Afrique de l'Est, de Goa à Macao. Les Portugais deviennent les intermédiaires privilégiés du commerce des épices, des soies et des pierres précieuses entre l'Asie et l'Europe. À Lisbonne, capitale d'un empire maritime, arrivent des navires chargés de cannelle, de poivre, de muscade, mais aussi d'esclaves africains. Ce commerce triangulaire structure les échanges mondiaux, créant des dynamiques économiques, sociales et culturelles inédites. Derrière la réussite apparente de ces empires se cachent des réalités complexes et souvent dramatiques. Les populations autochtones, décimées par les maladies, le travail forcé, la violence des conquêtes, voient leur monde s'effondrer. Les cultures locales sont parfois anéanties, parfois métissées avec celles des colons. Les systèmes de croyances, les langues, les arts, les savoir-faire traditionnels subissent un processus d'acculturation et de résistance, dont les traces sont encore visibles aujourd'hui dans les sociétés américaines, africaines ou asiatiques. La traite négrière transatlantique prend une ampleur sans précédent. Des millions d'Africains sont arrachés à leurs terres, vendus, transportés dans des conditions inhumaines vers les Amériques, où ils sont exploités dans les plantations de canne à sucre, de coton, de tabac ou dans les mines. Cette déportation massive bouleverse les sociétés africaines, détruit des communautés entières, modifie les équilibres démographiques et marque profondément la mémoire collective de plusieurs continents. Les rivalités européennes ne tardent pas à se manifester. L'Angleterre, la France, les Provinces-Unies, futurs Pays-Bas,
longtemps tenues à l'écart par le monopole ibérique, cherchent à leur tour à s'imposer sur les routes du commerce mondial. Elles organisent des expéditions vers l'Amérique du Nord, l'Afrique de l'Ouest, les Caraïbes, l'Asie du Sud-Est. De nouvelles colonies voient le jour. Québec, la Nouvelle-Angleterre, la Guyane, les Indes orientales néerlandaises. Les compagnies des Indes, qu'elles soient anglaises, françaises ou hollandaises, deviennent des acteurs majeurs de la mondialisation naissante. Dotées de privilèges exceptionnels, capables de lever des armées, de signer des traités, d'administrer des territoires, elles rivalisent d'audace et d'ingéniosité pour s'assurer le contrôle des marchés du thé, du café, du sucre, des étoffes ou des épices. Ces sociétés incarnent à la fois l'innovation économique, la recherche du profit et une forme de brutalité dans la gestion des hommes et des territoires. La piraterie se développe en marge des échanges officiels. Les corsaires, parfois soutenus par les gouvernements, attaquent les convois espagnols ou portugais, pillent les ports, sèment l'insécurité sur les mers. Les Antilles, la mer des Caraïbes, la côte africaine deviennent des zones de non-droit où se croisent aventuriers, fugitifs, marchands et esclaves en fuite. Cette violence maritime façonne une mythologie populaire, mais aussi des réalités sanglantes entre révoltes, alliances éphémères et lutte pour la survie. Les sciences et les techniques bénéficient également de cette dynamique d'expansion. Les navigateurs rapportent des instruments nouveaux, des cartes précises, des observations astronomiques qui enrichissent la connaissance du monde. Les échanges botaniques, l'introduction de plantes exotiques, de remèdes inconnus, de méthodes agricoles venues d'ailleurs, transforment les paysages, la médecine, l'alimentation et l'environnement européen. L'accélération des communications favorise l'émergence d'une république des lettres. Savants, philosophes, géographes, naturalistes correspondent à travers les frontières, échangent des manuscrits, participent à des sociétés savantes. La curiosité pour l'autre, l'étrange, le lointain, devient un moteur de la modernité, tout en alimentant parfois des fantasmes, des peurs et des préjugés tenaces. Les grandes expéditions ne sont pas seulement des entreprises de conquête et d'exploitation. Elles donnent aussi lieu à des rencontres humaines d'une richesse insoupçonnée. Alliances, métissage, dialogue, mais aussi incompréhension et conflit, dessinent une histoire complexe où se forgent de nouvelles identités, de nouvelles formes de vie, souvent à la croisée de plusieurs mondes. En ce début du XVIIe siècle, le monde est déjà profondément transformé par les siècles d'exploration, de conquête et d'échange. Mais l'aventure ne fait que commencer. De nouveaux horizons s'ouvrent vers le Pacifique, l'Australie, les pôles, les terres inconnues d'Afrique centrale ou d'Amazonie, promettant de nouveaux défis, de nouveaux drames et de nouvelles découvertes. Au fil du XVIIe siècle, la compétition pour la domination des océans et des terres nouvelles atteint un niveau inédit d'intensité. Les grandes puissances maritimes perfectionnent leurs flottes, investissent dans la construction de navires plus rapides, mieux armés, capables d'affronter à la fois les tempêtes de l'Atlantique et les conflits armés qui éclatent aux quatre coins du globe. Dans ce monde en expansion rapide, la mer devient non seulement une voie de commerce, mais aussi un champ de bataille et un espace d'expérimentation diplomatique et technique. L'Angleterre, longtemps restée en retrait face aux empires ibériques, s'affirme progressivement comme une puissance navale redoutable. Les souverains britanniques, conscients du potentiel économique et stratégique de la navigation, encouragent l'émergence d'une culture maritime dynamique. Les chantiers navals de Londres, de Bristol ou de Liverpool produisent des vaisseaux capables de traverser l'Atlantique, de rivaliser avec les flottes espagnoles, hollandaises et françaises. Les grandes compagnies commerciales, telles la Compagnie des Indes orientales, jouent un rôle central dans l'expansion britannique. Dotées de privilèges royaux, elles fondent des comptoirs en Inde, dans les îles de la Sonde,
sur la côte ouest de l'Afrique et s'imposent progressivement face à leurs concurrentes européennes. Les négociants anglais développent des réseaux sophistiqués, nouent des alliances locales, interviennent parfois dans les conflits dynastiques ou tribaux pour asseoir leur influence. La France, de son côté, investit dans le développement de ses propres compagnies et de ses colonies. Sous l'impulsion de rois ambitieux, tels qu'Henri le IV puis Louis le XIV, elle fonde Québec en 1608, consolide sa présence aux Antilles, en Guyane, au Sénégal, à l'île Bourbon et en Inde. Les administrateurs, missionnaires et marchands français cherchent à établir des relations durables avec les peuples autochtones, tout en participant activement à la traite des esclaves et à l'exploitation des ressources naturelles. Les Provinces-Unies, ce petit pays né de la lutte contre la domination espagnole, deviennent en quelques décennies une puissance commerciale majeure. Les marins hollandais explorent le Pacifique, contournent l'Afrique, fondent des colonies au Suriname, au Cap, dans les Moluques et jusqu'à l'île de Java. Amsterdam devient la plaque tournante des échanges mondiaux. Sa bourse, la première institution financière moderne, capable de financer de vastes expéditions à travers le monde. La rivalité entre Anglais, Français et Hollandais débouche sur une série de guerres navales, de blocus, de traités et de coups de force, tant en Europe que dans les colonies. Les batailles de la mer des Caraïbes, de l'océan Indien, du golfe du Bengale ou du Pacifique témoignent de l'âpreté de cette lutte pour le contrôle des routes commerciales et des ressources stratégiques. Les alliances se font et se défont au gré des intérêts économiques, des bouleversements politiques et des innovations techniques. Les grandes explorations ne sont pas seulement motivées par le profit. Elles s'accompagnent d'une curiosité intellectuelle renouvelée, d'un désir de comprendre la diversité du monde, d'étudier les plantes, les animaux, les peuples et les phénomènes naturels. Les naturalistes embarquent à bord des navires, collectent des échantillons, rédigent des descriptions précises qui alimentent les sociétés savantes d'Europe. Les cartes s'affinent, les atlas se multiplient, les récits de voyage se diffusent dans toutes les langues européennes. La connaissance du monde progresse à une vitesse sans précédent. De nouvelles terres sont signalées, de vastes régions sont cartographiées, des chaînes de montagnes, des fleuves, des îles inconnues apparaissent dans les recueils géographiques. La course à la découverte se double d'un impératif scientifique et parfois humanitaire. Les missionnaires catholiques et protestants rivalisent pour convertir les peuples lointains, fondent des écoles, des hôpitaux, traduisent la Bible en langue locale. Leur action est souvent ambiguë. Elle favorise l'instruction, mais s'accompagne de la destruction de cultures traditionnelles et de l'imposition de modèles européens. Les sociétés autochtones, confrontées à la violence coloniale et à la transformation de leur environnement, adoptent des stratégies de résistance ou de négociation. Certaines forment des alliances avec les nouveaux venus, d'autres se révoltent, d'autres encore disparaissent, victimes des maladies, de la guerre ou de la déportation. Ces dynamiques complexes forgent la diversité des sociétés créoles, métisses, syncrétiques, qui émergent dans les colonies d'Amérique, d'Afrique, d'Asie ou du Pacifique. Les ports coloniaux deviennent des carrefours cosmopolites, où se croisent marins européens, commerçants arabes, esclaves africains, aventuriers, diplomates et missionnaires. Les langues se mêlent, les religions s'influencent, les coutumes se transforment au contact des cultures venues d'ailleurs. La mondialisation s'accélère, produisant des hybridations fécondes, mais aussi des conflits souvent violents. L'exploitation intensive des ressources provoque des bouleversements écologiques majeurs. Les forêts sont défrichées, les sols surexploités, de nouvelles plantes invasives bouleversent les écosystèmes. L'introduction du bétail, du sucre, du coton, du café ou du tabac modifie durablement les paysages, crée des dépendances économiques et favorise le développement de monocultures à grande échelle. Les grandes puissances investissent aussi dans l'exploration scientifique proprement dite. Des expéditions sont organisées pour observer les éclipses, mesurer la forme de la Terre
établir la longitude, cartographier les courants marins, étudier les vents, les marées, les phénomènes météorologiques. Ces avancées profitent à la navigation, à la météorologie, à la géographie, mais aussi à la construction d'un savoir global sur la planète. La fin du XVIIe siècle et le début du XVIIIe voient naître une nouvelle figure, l'explorateur savant. Navigateur, naturaliste, géographe, il part à la découverte non plus seulement pour conquérir, mais pour comprendre et décrire. Ses observations, ses collections, ses dessins alimentent la curiosité de l'Europe éclairée, posant les fondements des futures sciences naturelles et humaines. Le monde entre dans une ère nouvelle, marquée par la raison, l'observation, le calcul. Mais sous la surface des Lumières, la réalité coloniale reste violente, inégale, brutale. Les explorations continuent vers l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Arctique, l'Antarctique, préparant l'avènement de nouveaux empires et de nouvelles révolutions. Au tournant du XVIIIe siècle, l'exploration du monde prend une dimension nouvelle, marquée par l'essor des Lumières et la généralisation d'une curiosité scientifique sans précédent. Les grandes expéditions deviennent désormais des entreprises collectives, mobilisant marins, savants, cartographes, médecins, botanistes et artistes, dans le but de comprendre et de décrire la planète sous toutes ses facettes. Les puissances européennes rivalisent d'audace et d'ingéniosité pour percer les derniers mystères de la Terre et s'assurer de nouveaux territoires dans la compétition globale. Le siècle des Lumières voit la naissance de sociétés savantes et d'académies dans toutes les grandes capitales. Paris, Londres, Saint-Pétersbourg, Berlin, Madrid deviennent les centres de réflexion et d'innovation. Les échanges de correspondances, les publications d'ouvrages, les débats philosophiques et scientifiques se multiplient. Les expéditions ne visent plus uniquement la conquête et le profit, mais la connaissance approfondie de la nature, des peuples et des phénomènes qui structurent le monde. L'un des plus grands noms de cette époque est James Cook, navigateur britannique dont les voyages à travers le Pacifique révolutionnent la cartographie et la connaissance des mers du Sud. Entre 1768 et 1779, Cook entreprend 3 expéditions majeures qui le mènent en Australie, en Nouvelle-Zélande, à Tahiti, à Hawaï, jusqu'aux côtes de l'Alaska et aux îles Sandwich. Sa précision scientifique, son souci de l'observation méthodique, la qualité des relevés qu'il rapporte font de lui une légende de l'exploration. Les expéditions de Cook s'inscrivent dans une logique nouvelle. Elles associent la navigation, la cartographie, la botanique, l'astronomie, l'anthropologie et la diplomatie. Les navires emportent des naturalistes, tels que Joseph Banks, qui collectent des centaines d'espèces végétales inconnues en Europe, des dessinateurs, des médecins, des astronomes chargés d'observer le passage de Vénus ou de mesurer la circonférence de la Terre. L'Australie, longtemps restée un continent mystérieux, est progressivement révélée au monde occidental. Cook cartographie la côte est, donne son nom à la Nouvelle-Galles du Sud, décrit la faune, la flore, les peuples aborigènes avec une précision inédite. Ces récits suscitent l'intérêt des milieux scientifiques, mais ouvrent aussi la voie à la colonisation britannique qui bouleversera profondément l'histoire du continent et de ses habitants. Les îles du Pacifique deviennent l'objet de toutes les convoitises. Les Français, avec Bougainville, La Pérouse, d'Entrecasteaux, multiplient les expéditions dans l'océan Indien et le Pacifique Sud. Les Russes, avec Bering, atteignent l'Alaska et la côte américaine, ouvrant de nouveaux axes de navigation et de commerce. L'Espagne, de son côté, tente de préserver ses possessions américaines face à la poussée des autres puissances. Les rencontres entre Européens et sociétés insulaires produisent parfois des effets ambivalents. Curiosité, échange de savoir et de biens, mais aussi incompréhension, conflits et épidémies. Les maladies venues d'Europe, la variole, la rougeole, le typhus, font des ravages dans les populations du Pacifique,
qui n'y étaient pas préparés biologiquement. Des sociétés entières sont bouleversées, parfois anéanties, sous l'impact de ces contacts brutaux. Les savants qui accompagnent les expéditions décrivent, dessinent, classifient, collectionnent tout ce qu'ils rencontrent. La botanique, la zoologie, l'ethnographie connaissent une croissance spectaculaire. Les jardins botaniques d'Europe s'enrichissent de plantes venues d'Australie, d'Amérique, d'Afrique, d'Asie. Les musées exposent des animaux, des objets, des artefacts collectés aux 4 coins du globe. La soif de savoir se mêle parfois à la volonté de domination. Les récits d'expéditions nourrissent les ambitions coloniales, justifient les conquêtes, promeuvent l'idée d'une mission civilisatrice de l'Europe. Mais ils posent aussi les bases d'un regard plus nuancé, plus attentif à la diversité des sociétés et des cultures. Certains explorateurs, sensibles à la beauté, à la complexité des mondes découverts, plaident pour le respect, la curiosité et la tolérance. Le développement de la cartographie permet d'affiner la connaissance du globe. Les contours de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, des archipels polynésiens, des côtes d'Alaska et du Canada deviennent de plus en plus précis. Les routes maritimes sont balisées, les courants, les vents, les zones de tempête mieux compris, ce qui favorise le développement du commerce, des migrations et de nouvelles expéditions. Dans les salons, les universités, les académies, la figure de l'explorateur acquiert un prestige inédit. On lit avec passion les récits de Bougainville, de Cook, de La Pérouse, de Bering. Les cartes, les gravures, les collections exotiques sont exposées dans les cabinets de curiosité. L'imaginaire collectif se nourrit de ces histoires, qui mêlent aventure, drame, découverte et émerveillement. Parallèlement, les sociétés autochtones du Pacifique, de l'Australie, de l'Amérique arctique ou boréale sont confrontées à des bouleversements majeurs. Certaines adoptent des éléments de la culture européenne. D'autres résistent, d'autres encore voient leur monde détruit par la violence, la maladie, la spoliation des terres. Les échanges ne sont jamais à sens unique, mais la domination européenne s'impose de façon croissante, ouvrant la voie à de nouveaux empires coloniaux. Au-delà de la conquête, le XVIIIe siècle marque l'entrée dans l'ère de la science appliquée à la découverte du monde. La météorologie, l'océanographie, la géologie, la biologie prennent leur essor. Les expéditions deviennent des laboratoires flottants, où l'on observe, expérimente, note, compare. Ce mouvement prépare les grandes avancées du XIXe siècle, l'essor de la biologie, de la paléontologie, de l'anthropologie, la naissance des musées, des universités modernes, la diffusion rapide du savoir à l'échelle planétaire. À l'aube du XIXe siècle, le monde apparaît plus vaste, plus complexe, mais aussi plus fragile. Les explorateurs ont ouvert des routes, révélé des continents, changé les sociétés. Mais ils ont aussi posé les jalons d'un monde globalisé, interdépendant, où la diversité humaine et naturelle doit être comprise, respectée et protégée face aux défis nouveaux qui s'annoncent. Au début du XIXe siècle, l'exploration du monde entre dans une phase d'accélération et de diversification sans précédent. Alors que les grands contours du globe ont été tracés, l'attention se porte désormais sur les régions intérieures, les terres inconnues d'Afrique, d'Asie, d'Amérique du Sud et les pôles, qui suscitent autant d'espoir que de fantasmes. Les puissances européennes, désormais solidement implantées sur tous les continents, rivalisent pour repousser toujours plus loin les frontières du savoir et de l'influence. L'Afrique, longtemps restée en grande partie mystérieuse pour les Européens, devient l'un des grands enjeux de l'exploration scientifique et coloniale. Si les côtes étaient déjà connues, l'intérieur du continent demeurait le territoire des légendes, des rivières fabuleuses, des royaumes inconnus, des déserts inexplorés et des forêts impénétrables. Les sociétés africaines, riches de leur diversité, vivaient souvent à l'écart des grandes routes commerciales européennes, ce qui favorisait le maintien de cultures, de langues et de traditions originales.
À partir du début du XIXe siècle, des expéditions audacieuses sont organisées par les sociétés savantes, les gouvernements, les compagnies commerciales et les missions religieuses. Les objectifs sont multiples. Cartographier les fleuves, le Niger, le Congo, le Nil. Identifier les ressources naturelles, nouer des alliances politiques, ouvrir de nouvelles routes pour le commerce et la colonisation. Parmi les figures marquantes, on trouve Mungo Park, René Caillé, Heinrich Barth, David Livingstone, Henry Morton Stanley, chacun incarnant à sa façon la fascination et la violence de l'exploration africaine. Les conditions de ces voyages sont extrêmes. Les explorateurs affrontent qu'à la chaleur, l'humidité, les maladies tropicales comme le paludisme, la dysenterie, la fièvre jaune, ainsi que les dangers des animaux sauvages et des conflits locaux. Beaucoup périssent en route, mais les survivants rapportent des cartes, des échantillons, des récits qui font sensation en Europe et alimentent la volonté de conquête et d'expansion. La quête des sources du Nil cristallise l'imaginaire européen. Depuis l'Antiquité, le fleuve fascinait les géographes, les voyageurs et les souverains. Au XIXe siècle, l'exploration du Nil devient une obsession. On envoie expédition sur expédition, traversant le Soudan, l'Ouganda, la Tanzanie, affrontant des épreuves inouïes. La découverte du lac Victoria par John Hanning Speke, puis celle du lac Albert par Samuel Baker, sont saluées comme des exploits majeurs, même si elles n'effacent pas totalement les mystères du fleuve. L'exploration de l'Amérique du Sud connaît une dynamique comparable. L'immensité de l'Amazonie, les plateaux andins, les déserts chiliens, les régions glacées de la Terre de Feu attirent botanistes, géologues, cartographes, naturalistes. Des savants comme Alexander von Humboldt, Charles Darwin, Alcide d'Orbigny parcourent ces espaces, collectent des plantes, des fossiles, des observations qui bouleversent la vision européenne du monde naturel. Le voyage de Charles Darwin à bord du Beagle, entre 1831 et 1836, est l'un des plus célèbres de cette époque. L'observation minutieuse des espèces animales et végétales, la comparaison entre les faunes des îles Galapagos, de la Patagonie ou du Brésil, pose les bases de la théorie de l'évolution, l'une des plus grandes révolutions intellectuelles du siècle. Les carnets de voyage de Darwin, tout comme ceux de Humboldt, deviennent des références pour plusieurs générations de savants. En Asie, l'exploration des Himalayas, du Tibet, de la Sibérie, des jungles du sud-est asiatique fait émerger de nouveaux territoires sur la carte du monde. Les puissances coloniales cherchent à s'assurer le contrôle de ces régions, pour des raisons stratégiques, commerciales, mais aussi scientifiques. Des missionnaires, des diplomates, des soldats et des savants s'aventurent au cœur des royaumes du Népal, du Bhoutan, du Yunnan, du Tonkin, multipliant les observations et les collectes d'informations. Les pôles, enfin, deviennent l'ultime frontière de l'exploration. L'Arctique, déjà partiellement exploré au siècle précédent, fait l'objet d'expéditions épiques visant à découvrir le passage du Nord-Ouest ou à atteindre le pôle Nord. Des marins comme William Parry, John Franklin, Fridtjof Nansen bravent les glaces, le froid, la faim, la nuit polaire. Beaucoup disparaissent sans laisser de traces, mais leurs exploits entrent dans la légende et suscitent l'admiration des contemporains. Le pôle Sud, ou Antarctique, attire à son tour l'attention. Des expéditions menées par James Clark Ross, Adrien de Gerlache, Robert Falcon Scott, Ernest Shackleton s'efforcent de percer les mystères de ce continent glacé, d'y établir des bases, de collecter des données scientifiques. L'Antarctique devient le symbole d'un monde encore vierge, défiant l'endurance et la science humaine. La seconde moitié du XIXe siècle est aussi celle de la professionnalisation de l'exploration. Des sociétés géographiques voient ça le jour à Paris, à Londres, à Berlin, à New York. Elles financent, organisent, publient, forment des générations d'explorateurs. Les récits de voyage, les cartes, les gravures,
les objets exotiques circulent dans toute l'Europe, inspirant artistes, écrivains, savants et entrepreneurs. L'expansion coloniale accompagne et accélère le mouvement d'exploration. Les frontières sont tracées sur les cartes avant même d'être connues sur le terrain. Les traités, les accords, les rivalités s'enchevêtrent dans ce que l'on appellera plus tard le partage de l'Afrique. Les expéditions scientifiques, parfois sincères dans leur quête de savoir, servent aussi de prétexte à la conquête, à la domination et à l'exploitation des territoires et des populations. Mais l'exploration du monde n'est pas seulement une histoire de conquête. Elle est aussi celle de la rencontre, de la fascination, du dialogue entre cultures, du métissage des savoirs. Des sociétés entières se transforment au contact de l'autre, adoptent des techniques, des croyances, des langues nouvelles. Les villes s'internationalisent. Les échanges de biens, d'idées, d'êtres humains deviennent le quotidien d'un monde en voie de mondialisation rapide. À la veille du XXe siècle, l'essentiel du globe a été exploré, décrit, cartographié. Mais de nouveaux défis apparaissent. L'exploration des profondeurs marines, de l'atmosphère, des déserts extrêmes, puis, bientôt, de l'espace. L'aventure humaine ne fait que commencer, portée par le même désir de savoir, de comprendre, de s'émerveiller devant la diversité infinie du monde. À l'aube du XXe siècle, alors que la quasi-totalité des terres émergées a été explorée, la curiosité humaine se tourne vers de nouveaux horizons. Les progrès techniques, l'essor de la science, l'industrialisation et la montée en puissance des moyens de transport révolutionnent l'art de l'exploration. Les trains, les navires à vapeur, puis l'aviation et la photographie aérienne permettent d'atteindre des régions jadis inaccessibles, de cartographier les reliefs, de mesurer, de comprendre et de rêver à de nouveaux mondes. L'exploration scientifique s'affirme comme un projet collectif, soutenu par les États, les universités, les musées et de grandes institutions internationales. Les expéditions polaires se poursuivent avec acharnement. Roald Amundsen, le Norvégien, atteint le pôle Sud en 1911. Robert Falcon Scott meurt tragiquement lors de sa tentative. L'Arctique voit les exploits de Fridtjof Nansen, Umberto Nobile, Richard Byrd, tandis que l'Antarctique devient le théâtre de rivalités, de coopération, d'actes héroïques et de drames inouïs. La conquête des montagnes connaît elle aussi ses heures de gloire. Les Alpes, déjà escaladées au XIXe siècle, voient affluer des alpinistes du monde entier. L'Himalaya devient le symbole de l'ultime défi. L'Everest, le toit du monde, fascine par son altitude, ses tempêtes, ses dangers. En 1953, Edmund Hillary et Tenzing Norgay sont les premiers à atteindre le sommet après des décennies d'efforts, d'échecs et de tragédies. Les Andes, le Kilimandjaro, les Rocheuses, les volcans d'Islande ou d'Indonésie font l'objet de nouvelles campagnes scientifiques, mêlant exploits physiques, observations géologiques, météorologiques, biologiques. Sous la surface de la Terre, les profondeurs océaniques s'ouvrent à leur tour. L'invention du bathyscaphe, du sous-marin, des caméras sous-marines révolutionne la connaissance des abysses. Auguste Piccard descend dans la fosse des Mariannes. Jacques-Yves Cousteau explore les mers et fait découvrir au grand public la richesse, la beauté, mais aussi la fragilité des mondes marins. Les cartes des fonds océaniques révèlent montagnes, failles, plaines, sources hydrothermales, une biodiversité insoupçonnée. Les déserts, longtemps redoutés pour leur aridité et leur étendue, deviennent le théâtre de défis inédits. Le Sahara, le Gobi, le Kalahari, l'outback australien sont parcourus par des caravaniers, des scientifiques, des explorateurs à la recherche de fossiles, de vestiges archéologiques d'espèces rares. L'exploration des déserts fait naître de nouvelles disciplines. La paléontologie, la climatologie, l'écologie des milieux extrêmes. Les découvertes bouleversent les certitudes.
révèlent la présence ancienne d'océans, de forêts disparues, de civilisations englouties sous les sables. L'avènement de l'aviation ouvre des perspectives vertigineuses. Les premiers vols transcontinentaux, les expéditions en dirigeable, les traversées du pôle Nord ou Sud en avion bouleversent la perception de la distance et du temps. Les photographies aériennes, puis spatiales, permettent de dresser des cartes d'une précision inégalée, d'identifier des sites inconnus, de suivre l'évolution des glaciers, des forêts, des villes et des océans. L'espace, enfin, s'impose comme la dernière frontière de l'exploration humaine. Dès la première moitié du XXe siècle, les savants rêvent de conquérir la Lune, Mars, les planètes du système solaire. Les satellites artificiels, la conquête de l'orbite terrestre, puis le voyage d'Youri Gagarin en 1961 ouvrent l'ère spatiale. Les missions Apollo, les sondes envoyées vers Jupiter, Saturne, Vénus, Mars, la cartographie de la Lune et des astéroïdes, changent radicalement la vision de l'univers et de la place de l'humanité dans le cosmos. L'exploration moderne s'accompagne de défis éthiques et écologiques inédits. La prise de conscience de la fragilité des milieux naturels, la disparition des espèces, le réchauffement climatique, la pollution des océans imposent une réflexion nouvelle sur le sens et les limites de la conquête. Les expéditions se font désormais dans le respect de l'environnement, la concertation internationale, le partage des connaissances, la coopération scientifique entre les nations. Les grandes sociétés d'explorateurs, telles que la Royal Geographical Society, le National Geographic, l'Institut polaire français, jouent un rôle moteur dans la diffusion des savoirs, la formation des chercheurs, l'éducation du public, les documentaires, les conférences, les expositions rendent accessibles à tous les découvertes les plus récentes, sensibilisent aux enjeux de la protection de la planète, encouragent les vocations scientifiques et l'ouverture sur le monde. Le XXe siècle marque aussi le triomphe de la diversité des regards et des expériences. Les femmes, longtemps tenues à l'écart des grandes expéditions, s'imposent désormais comme des figures majeures de l'exploration. Alexandra David Néel traverse le Tibet déguisée en pèlerin. Gertrude Bell cartographie le Moyen-Orient. Anita Conti étudie les océans. Sylvia Earle plonge aux plus grandes profondeurs marines. Les peuples autochtones, longtemps réduits au statut de témoins silencieux ou de sujets d'étude, prennent la parole, revendiquent leur savoir, participent aux recherches, défendent la préservation de leurs terres et de leurs cultures. L'exploration se fait dialogue, échange, co-construction des connaissances, respect des droits et des traditions. À la veille du XXIe siècle, l'aventure humaine continue de repousser les frontières. Les robots explorent Mars. Les télescopes sondent l'univers. Les plongeurs descendent dans les grottes les plus profondes. Les satellites scrutent chaque recoin du globe. Mais l'essentiel demeure, le désir inextinguible de comprendre, d'aller plus loin, de relier les hommes par la science, la curiosité, l'admiration de la diversité du monde. Ainsi se poursuit l'histoire des grandes découvertes, commencées il y a des millénaires, et qui, sans fin, renouvellent le rêve, la connaissance, le dialogue entre l'humanité et l'inconnu. L'histoire des grandes découvertes n'est pas seulement celle des explorateurs célèbres, des souverains ambitieux ou des compagnies puissantes. Elle est aussi, et peut-être surtout, celle de millions d'hommes et de femmes anonymes, de peuples entiers dont les destins furent bouleversés par l'arrivée des navigateurs, des colons, des savants, des marchands. L'exploration du monde fut un processus complexe, tissé de rencontres, de conflits, d'adaptations, d'incompréhension, mais aussi de créations nouvelles, de métissage et de résilience remarquable. Pour les sociétés autochtones, l'arrivée des Européens fut à la fois une catastrophe et un défi. En Amérique, en Afrique, en Asie, en Océanie,
les peuples furent confrontés à la violence des conquêtes, à l'effondrement démographique causé par les maladies inconnues, à la destruction de structures sociales, religieuses, économiques séculaires. Mais partout, on observe aussi des formes de résistance, d'invention, d'appropriation partielle des nouveautés venues d'ailleurs et de construction de nouvelles identités collectives. Oh, les sociétés amérindiennes, par exemple, malgré la brutalité de la colonisation, ont su maintenir des éléments fondamentaux de leur culture. Langue, croyances, art, techniques agricoles adaptées aux milieux extrêmes. Certaines nations, comme les Mapuches au Chili, les peuples mayas, les Sioux des Grandes Plaines, opposèrent une résistance acharnée pendant des siècles, adaptant leur mode de vie, forgeant des alliances, maîtrisant parfois les armes et les chevaux, introduits par les colons. Cette capacité à survivre et à transformer l'adversité est l'un des traits majeurs de l'histoire mondiale. En Afrique, la traite négrière et la colonisation ont bouleversé à la fois les sociétés et les territoires. Des royaumes puissants, comme ceux du Bénin, du Dahomey, du Congo, du Songhai, ont été démantelés, mais d'autres structures sociales ont émergé, fusionnant traditions anciennes et réalités nouvelles. La diaspora africaine, issue de l'esclavage, a profondément marqué la culture mondiale. Musique, religion syncrétique, formes d'expression artistique et politique nées dans les Amériques témoignent de la force du lien entre mémoire, créativité et identité. En Asie, la confrontation avec les puissances occidentales a produit des dynamiques variées. Le Japon, après une longue période d'isolement, s'ouvre brutalement à l'Occident au milieu du XIXe siècle et réussit à se moderniser à grande vitesse, devenant une puissance industrielle et militaire. La Chine, confrontée aux guerres de l'opium, aux révolutions internes et à la pression coloniale, connaît une série de transformations majeures, mais conserve l'essentiel de ses traditions philosophiques et culturelles, s'affirmant à nouveau sur la scène mondiale au XXe siècle. Les sociétés du Pacifique, de l'Australie à la Polynésie, du Nord canadien à la Nouvelle-Zélande, subissent de plein fouet la domination européenne, mais savent préserver, parfois dans la clandestinité, des pans entiers de leur savoir, de leurs mythes, de leurs coutumes. Aujourd'hui, les mouvements de renaissance culturelle, la réappropriation des langues autochtones, la défense des droits territoriaux témoignent d'une vitalité qui défie les pronostics les plus pessimistes. L'exploration du monde fut aussi le creuset d'un métissage sans précédent. Partout où se croisent les hommes, se créent de nouveaux modes de vie, de nouvelles pratiques culinaires, musicales, artistiques. Les villes portuaires, les plantations, les missions religieuses, les écoles coloniales, les marchés sont autant de lieux de brassage et d'invention, où se mêlent traditions locales et influences étrangères, contraintes et libertés, domination et émancipation. La circulation des savoirs, des techniques, des croyances religieuses a profondément remodelé la carte mentale de l'humanité. La médecine occidentale a emprunté aux pharmacopées indiennes ou africaines. Les philosophies orientales ont inspiré penseurs et artistes européens. Les inventions venues de Chine ou du monde arabe, telles que l'imprimerie, la poudre à canon, la boussole, ont révolutionné la guerre, le commerce et la culture mondiale. Les échanges agricoles, connus sous le nom de Grand Échange colombien, ont modifié l'alimentation, la démographie, l'économie des 5 continents. Le maïs, la pomme de terre, la tomate, le cacao, le tabac, le piment, le café, la canne à sucre, les agrumes, les animaux domestiques, tout ce qui voyage d'un continent à l'autre, redessine les paysages, crée de nouvelles dépendances, suscite des innovations culinaires, médicales, commerciales. Mais le métissage n'a jamais été un processus paisible ou égalitaire. Il est le fruit de rapports de force, de résistance, de négociations souvent brutales,
mais aussi d'innombrables gestes d'adaptation, d'acceptation, de refus. Derrière les grands récits d'exploration, il y a une multitude de vies, d'histoires, d'itinéraires singuliers, d'espoirs et de drames tissés sur des générations. Au fil des siècles, l'humanité a appris, parfois dans la douleur, que la rencontre de l'autre est à la fois une épreuve et une chance. L'histoire des grandes découvertes invite à méditer sur la richesse de la diversité, la nécessité du dialogue, l'importance de préserver les mémoires, les patrimoines, les langues, les savoirs accumulés par des peuples aux histoires très anciennes. Dans le monde contemporain, marqué par la mobilité, l'urbanisation, la révolution numérique, les migrations massives, l'héritage des grandes découvertes est partout présent. Les débats sur l'identité, la mémoire, la justice, l'environnement, l'avenir des sociétés plurielles puisent dans ce passé complexe les arguments, les rêves, mais aussi les blessures non refermées. La mondialisation, loin d'abolir les différences, en révèle de nouvelles formes. Les identités multiples, les métissages assumés, les conflits de valeurs, les revendications de reconnaissance ou de réparation composent le paysage mouvant de l'humanité du XXIe siècle. L'exploration ne se limite plus aux terres inconnues, mais s'étend aux sphères virtuelles, à l'intime, à la redécouverte de soi et de l'autre. Ainsi, la saga des grandes découvertes, commencée dans l'Antiquité et renouvelée à chaque génération, demeure ouverte. Elle invite chacun à s'interroger sur la place qu'il occupe dans l'histoire, sur le sens du voyage, sur la responsabilité que nous portons à l'égard des autres et de la planète. C'est dans la mémoire de ces aventures, de ces drames, de ces métamorphoses, que se trouve la clé d'un avenir partagé, où la curiosité, l'ouverture et le respect demeurent les plus précieuses des boussoles. L'exploration du monde, commencée dans la nuit des temps, n'a jamais cessé de réinventer le destin de l'humanité. Depuis les premiers pas hors d'Afrique jusqu'au voyage interstellaire, chaque génération a porté sa part de rêve, d'angoisse, de conquête et de bouleversement. Loin d'être une simple succession de découvertes, l'aventure humaine révèle une quête permanente de sens, d'équilibre et d'horizon au cœur d'un univers en perpétuel mouvement. Au fil des siècles, la figure de l'explorateur s'est transformée, passant du marchand ou du pèlerin médiéval, guidé par la foi ou l'appât du gain, au savant du siècle des Lumières, puis à l'aventurier romantique, au scientifique, à l'écologiste, à l'astronaute. Chaque époque projette sur l'inconnu ses espoirs, ses peurs, ses idéaux, ses ambitions, cherchant à inscrire dans la géographie du monde la marque de son génie et de ses failles. Les grandes découvertes ont forgé le monde contemporain, tant par la violence des conquêtes, la mise en contact des peuples, les transferts de technologies et de croyances, que par la multiplication des échanges, des hybridations et des conflits. Le choc des civilisations, loin d'être un simple affrontement, a donné naissance à des mondes métis, à des langages nouveaux, à des formes inédites de pensée, de création, de mémoire. Les cicatrices, encore visibles dans les sociétés post-coloniales, témoignent du prix humain de la conquête, mais aussi de la capacité des hommes à renaître de l'épreuve. L'exploration moderne, nourrie par les sciences et les techniques, pose de nouveaux défis. Comprendre la complexité du vivant, protéger les équilibres naturels, inventer les outils d'une coexistence pacifique sur une planète fragile et finie. La conscience écologique, la nécessité de préserver la diversité des espèces, la lutte contre la destruction des milieux, imposent un changement de regard et de pratique. L'aventurier du XXIe siècle est aussi un gardien, un témoin, un médiateur entre l'humain et le non-humain. Les espaces qu'à conquérir ne sont plus seulement géographiques. Les profondeurs des océans, l'infiniment petit des cellules, le cerveau humain, les univers virtuels, les frontières de la connaissance scientifique deviennent les nouveaux horizons. L'espace, déjà partiellement exploré, offre la perspective de découvertes inouïes.
la vie sur d'autres planètes, les mondes lointains, la compréhension de l'origine et du destin de l'univers. L'exploration n'est jamais solitaire. Derrière chaque expédition, chaque succès ou chaque échec, il y a des réseaux de solidarité, de partage, de transmission. Les sociétés savantes, les institutions éducatives, les communautés autochtones, les familles de voyageurs, les anonymes qui accueillent, guident, protègent ou racontent, sont les artisans invisibles de l'aventure humaine. Le savoir, fruit de milliers de voix, de gestes, de tentatives, se construit dans l'échange, la controverse, la mémoire collective. La mémoire des grandes découvertes est aussi une mémoire des doutes, des erreurs, des désastres. Les navires perdus en mer, les civilisations disparues, les territoires détruits, les espèces éteintes, les injustices et les souffrances sont le revers du rêve de conquête. Mais la capacité à interroger le passé, à le confronter sans complaisance, à reconnaître les failles, les dettes, les responsabilités, est la condition d'un progrès véritable, d'une exploration qui ne soit plus prédation mais partage. Aujourd'hui, l'exploration du monde se poursuit sur de nouveaux modes. L'Internet, les satellites, l'intelligence artificielle, la mondialisation des savoirs donnent accès à une information immédiate, démultipliée, mais posent aussi la question du sens, de la hiérarchie, de la véracité. La question n'est plus seulement où aller, mais que faire de ce que nous découvrons? Comment habiter le monde? Quelle place accorder à l'autre, à l'inconnu, à l'avenir? L'éducation, la science, la culture deviennent les boussoles d'un monde ouvert, où chaque individu est potentiellement un explorateur, un passeur, un inventeur de possibles. La transmission des savoirs, la reconnaissance des diversités, la valorisation des héritages multiples constituent le socle d'une humanité réconciliée avec elle-même, capable d'affronter les crises et de transformer les défis en opportunités de croissance collective. La grande leçon de l'histoire des découvertes est celle de l'humilité. La Terre, fragile oasis dans l'immensité du cosmos, est à la fois le théâtre et l'actrice de toutes les aventures humaines. La protéger, l'explorer sans la détruire, apprendre de ses rythmes, de ses limites, de sa générosité et de ses périls, est la tâche commune de toutes les générations futures. En refermant ce long voyage à travers les siècles, il reste la certitude que l'inconnu n'est jamais définitivement vaincu. Chaque réponse ouvre de nouvelles questions, chaque pas en avant dévoile d'autres horizons. La curiosité, la persévérance, l'esprit d'ouverture, le goût du partage sont les moteurs inaltérables de la grande odyssée humaine. À chacun de poursuivre la route, d'inventer ses propres chemins, de s'ouvrir à la différence, de rêver l'avenir, fort de la mémoire des anciens et du désir indomptable d'explorer, d'apprendre, d'unir les mondes. C'est là, dans le mouvement perpétuel entre la découverte et la rencontre, que se joue la véritable aventure de l'humanité.